Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 6 mai 2024. On se retrouve avec un BTC à 64 330 $ en positif de 1,54. Donc ça y est, on a clôturé la semaine au-dessus et c'est plutôt une très bonne nouvelle à court terme. On a un Ether qui s'approche des 3200 $ à plus 3%, plus 7% pour le Toncoin de Telegram, on a plus 3 pour Bitcoin Cash, 5% pour Polkadot, 3% pour Chainlink, 4% pour Near Protocol qui lui-même est sur une semaine à plus 11. D'ailleurs, Avalanche, lui, est sur la semaine à plus 13 quasiment. Donc vraiment, on a eu de très très belles remontadas sur les altcoins qui sont malgré tout sur le mois encore pour la plupart dans le rouge. On a plus 9 pour Hedera Graph qui pousse 16% sur la semaine et 12-13 sur le mois. Donc lui est dans le vert. On a également plus 16% hebdo sur Atom Cosmos, 10% sur la journée. Donc ça y est, il est peut-être en train de enfin se réveiller. 10 $ tout pile pour Render avec le token RNDR, 10% sur la journée, 26% sur la semaine, 5% sur le mois. PP également dans le vert sur les trois lignes avec 3, 25 et 28%. On a BitTensor Tao plus 8%, 12,46 sur la semaine, 27% en hebdo pour Dog with Hat, 16% pour The Graph, 14% pour Optimism, 11% pour Fetch AI qui reprend quelques places au classement, 44e place et 10% sur les dernières 24 heures. On a Arweave 8%, 9 et 20 sur le mois et on clôture le top 50 avec Theta Network, Phantom, Celestia, Core et Lido qui occupent depuis pas mal de temps cette place à 2 $ et 1,65 milliard de capitalisation, sachant que pour commencer à toper les 2 milliards, il faut partir à la 46e place. Ensuite, autour de 3 milliards, on a les Stellar Filecoin OKB à la 30e place. On passe à 5 milliards autour de la 20e place, 10 milliards avec Tron qui est autour de la 11e place et ensuite on a les 20 milliards qui sont touchés quasiment par Dogecoin à la 6e place et ensuite c'est assez exponentiel avec 27, 56, 88, 89 milliards pour BNB, 364 milliards à ce jour pour Ethereum et un Bitcoin qui vient flirter avec les 1200 milliards de capitalisation. La map de liquidité qui se fait grappiller au nord après être venu bien nettoyer en profondeur jusqu'à 56 500 au sud. On a pas mal d'ordres, mine de rien, qui attendent et ce jusqu'à 52 000 où nous attend un énorme pic entre 52 et 52,5, peut-être 53, et le second pic qui est plutôt autour de 48 000. Au nord, on n'a pas grand-chose et ce jusqu'à 71 000 $. On a encore un petit creux qui nous conduit jusqu'à 73, 74 et là, ça commence à construire donc à partir de 76 et jusqu'à 78, 79, voire 80. On a quand même un bon gros bloc des familles qui s'est organisé autour de ça pour défendre cette zone et derrière, on part de 81 à 90, de 90 à 100 et de 100 à 110 000 $ ou attendre sporadiquement quelques ordres qui sont positionnés en short levier 3 puisque en fonction des couleurs, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas souvent répété quand on fait la map de liquidité en début d'émission. Vous avez différents codes couleurs et en fonction de la couleur sur l'histogramme ici, ce sont des shorts qui sont positionnés en x3, long 3 quand on est en violet ici. Ensuite, on a le short 5 qui est en orange au milieu ici, le long 5 qui est en vert, le short 10, ça c'est ceux qui se font liquider le plus rapidement en général, qui sont plus proches du cours en ce moment et on voit que malgré tout ils sont encore là, par contre ils ne sont plus là à partir de 80 000 $ et le long 10 qui attend patiemment aussi au début ici des ordres qui attendent entre 56 000 et les 50 000 $. Donc c'est intéressant de voir comment se comportent finalement les différentes cohortes au marché et de voir un peu le comportement justement des personnages qui utilisent du levier. Malheureusement, Scalpex Index est down ce matin, j'ai réactualisé plusieurs fois, donc on va passer directement à la suite. Avec Anconi, notre partenaire du jour, donc avec le code de Cryptomatrix, vous avez 60% de discount, donc c'est une mention sponsorisée qui vous fait le plan annuel autour de 5,19 € avec 30 jours satisfaits ou remboursés. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas Anconi, en gros, vous allez rentrer votre nom complet, votre numéro de téléphone, voire votre adresse personnelle, et derrière, ils vont s'occuper de tout à votre place au niveau des démarches pour récupérer la main sur les données qui ont fuité de votre vie privée sur Internet, que ça soit pour des sites officiels qui répertorient des datas de société, des datas perso, etc. ou que ce soit pour des données comme ça qui ont fuité malencontreusement et de façon tout à fait illégitime. Donc vous allez avoir ensuite sur un dashboard dédié l'intégralité des requêtes qui ont été envoyées, les requêtes en progrès, les requêtes qui sont complétées, un point hebdomadaire et mensuel qui vous permettra de voir l'avancement de l'intégralité de
de vos requêtes, celles qui sont clôturées, celles qui ont abouti et celles qui sont encore en cours, sachant que à partir du moment où vous êtes abonné, celles qui n'ont pas abouti, ils vont relancer en permanence. Vous avez un résumé qui vous dit en fonction de la sévérité de la faille entre guillemets par rapport à vos données, si par exemple, je ne sais pas, je dis un truc complètement au pif, vous avez souscrit à une carte Ikea et que les données ont fuité ou je ne sais quoi, probablement qu'entre guillemets c'est moins grave que si votre adresse email est sur le darknet. Donc il faut bien faire le distinguo entre les choses. En tout cas là, vous aurez un bon résumé en fonction des sites sur lesquels vous avez pu interagir ou non. Et c'est aussi parfois intéressant de voir jusqu'où peuvent se disséminer nos données privées. Donc n'hésitez pas à découvrir Incogni avec le code Cryptomatrix. Vous avez le lien en commentaire et description. Et on passe aux infos puisqu'il y a eu quelques trucs intéressants au cours du week-end. On avait Bfresh Crypto qui nous mettait en avant le Crypto Total 3 avec une analyse en remontant à 2020. Donc Crypto Total 3 qui, pour rappel, pour ceux qui ne suivent pas l'analyse technique en fin d'émission, est en gros le crypto total des altcoins et auquel on retranche Ether. Donc on n'a ni Bitcoin ni Ether sur le crypto total 3. On est actuellement autour de 660 milliards, peut-être un peu plus ce matin, puisque je pense que la capture a été prise ce week-end. Et on aurait selon lui la prise de profit qui interviendrait autour de 1800 à 3800 milliards sur ce cycle, puisqu'on reviendrait chercher une amplitude un peu plus importante effectivement aux côtés des alts que ce qu'on a eu jusqu'à présent, puisqu'on le voyait avec la Bitcoin dominance, le BTC qui est très fort. Pour l'instant, les alts n'ont pas délivré tout ce à quoi on pouvait s'attendre. Et là aussi, ça colle plutôt pas mal au niveau du timing, puisqu'ils visent, en fonction de ce qui s'est passé sur le cycle précédent, un horizon qui irait autour du printemps à automne 2025. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant à vérifier là-dedans si jamais ça vient à se passer sur un an de plus, c'est qu'on aurait respecté une fois de plus le cycle dans sa globalité, dans sa totalité, dans son timing. Et en fait, là, en 2024, où beaucoup peut-être se sont fait un peu piéger, sont partis un peu vite, etc., c'est que tout le monde disait, souvenez-vous, quelques semaines ou 1 ou 2 mois en arrière, quand le Bitcoin était sur un nouvel ATH autour de 74 000 $, ça y est, on va faire 200 000 en 2024, on va tout pulvériser, le bull run sera fini cet été, etc. Je pense que vous vous en souvenez aussi bien que moi, vu que c'était à peine, voilà, quelques semaines en arrière. Donc, globalement, on est revenu à quelque chose d'un peu plus normalisé, d'un peu plus posé, d'un peu plus coolé. On va laisser passer l'été, peu importe qu'on aille à 55 000 $ cet été, qu'on aille à 65, à 70, à 75, tant mieux si ça pète au nord, j'ai envie de dire. En tout cas, pour l'instant, on a quand même tout ça qui est en train de se mettre en place, et c'est vrai que quand on regarde l'image de fond, si on vient à avoir une détente monétaire du côté des États-Unis, que la Fed entame son pivot et qu'en plus on a le tightening qui petit à petit est réduit, la réduction du bilan, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter de retirer des liquidités au marché, on pourra avoir quelque chose de bien plus aligné par rapport à tout ça. On avait The Macronomist qui nous mettait en avant que, bien, par exemple, Warren Buffett est en train de prendre des profits sur les actions sur lesquelles il avait de très gros bénéfices. Pour en faire quoi? Le positionner 188 milliards de dollars de liquidités dans des bons au trésor à court terme à un taux de 5,4%. Et ça, en gros, tant que ça sera l'état de fait du marché du moment, eh bien entendu que les ultra riches, ils n'ont pas envie d'aller sur les actions et encore moins sur les cryptos qui représentent le risque plus sur un portefeuille de placement long terme. Donc 5% voire 5,5% quasiment sur le cash à court terme, eh bien malheureusement ça, tant que ça persistera, tant que la Fed n'aura pas pivoté, tant que la Fed n'aura pas baissé ses taux et tant qu'on n'aura pas ce sursaut, ce regain de liquidité qui est pré-spéculé déjà un peu là récemment par rapport au marché crypto, on aura une certaine stagnation au final des marchés qui attendent quoi? Que ces gigas multimilliardaires, ils estiment que c'est plus intéressant d'aller à 5% sur des bons au trésor et de se repositionner sur les actions qui probablement entre-temps, au moment du pivot de la Fed, se seront pris un coup dans l'aile et ça leur permettra comme d'habitude de faire les emplettes à bon compte. Tino Bourse qui nous disait que le flux vers les actions chinoises est en pleine explosion, donc je vous avouerai que j'ai pas complètement suivi ce qui est en train de se passer en Chine, mais on l'avait vu la dernière fois avec Xiaomi et on avait Alibaba et quelques autres qui sont en train effectivement
effectivement de faire une remontada express. Peut-être j'inviterai Tino dans un live spécifique pour nous en parler un peu plus dans le détail, puisque c'est bien d'avoir différents intervenants qui sont bien plus calés sur chaque sujet pour venir nous en parler. D'ailleurs, au sujet du live, ce soir, il sera là autour de 20h avec Marc et Manu, puisque ça doit désormais faire bien 15 jours que nous n'avons pas fait de live. On avait Tony FBR qui nous disait qu'il y a le détachement d'actions de AXA aujourd'hui avec 1,98 € par action et un rendement pour lui perso qui est à 8,12. Donc bonne nouvelle pour ceux qui détiennent du AXA, qui fait toujours partie, je pense, avec Air Liquide et Total, un peu de la sainte trinité des portefeuilles français dans les PEA. C'est souvent ce vers quoi vont se diriger les primos investisseurs. Il y a également Vinci et quelques autres. Je crois qu'une fois on avait fait un peu un top 10 ou un top 20 des actions qui étaient les plus sélectionnées par les particuliers dans les PEA. Ça peut être positif pour quelqu'un qui n'y entend rien, mais ça peut être aussi finalement quelque chose vers lequel tout le monde se dirige sans même trop réfléchir, et ça évite malheureusement, j'ai envie de dire, de se prendre la tête sur les chiffres, de rentrer en détail dans tout ça. Alors pour une personne qui fait du stock picking à l'aveugle, ça peut être assez problématique au long terme quand on ne sait pas trop ce dans quoi on investit, mais d'un autre côté, il y a aussi les ETF aujourd'hui qui permettent d'investir à bon compte sans trop se casser la tête. Donc je pense que pour un débutant, c'est vrai que les ETF, c'est un peu la porte d'entrée facile pour investir en bourse, etc. Après, faire un peu de stock picking, c'est-à-dire choisir ses propres actions en fonction de ses coups de cœur ou en fonction de ce dans quoi on a envie d'investir, ça peut aussi faire sens, mais à ce jour, il faut aussi y cumuler une certaine expérience au travers du temps. Donc quelqu'un qui aurait 10 000 € à investir dans son PEA et qui n'y connaît strictement rien et qui va dire bon, je suis un peu au doigt mouillé, je regarde les réseaux sociaux, lui il a dit que ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était bien, c'est pas forcément une bonne manière de faire, exactement comme dans les cryptos, d'investir sans se renseigner au préalable. Les funding rates qui pour des traders sont revenus à une normalité aussi, une nominalité relativement clean. Donc on a un Bitcoin qui est malgré tout de retour à 64 000 et tous les flushs qui se sont faits autour des leviers, on l'a vu au niveau de la map de liquidité, on est un peu dans ce no man's land, donc ça corrobore très bien tout ça. Dave The Wave qui nous disait ça passe ou ça casse sous cette petite trend à court terme. Si ça passe, eh bien on pourra revoir les 70 à 75 000 $ peut-être au cours du mois de mai. Si ça passe pas, malheureusement on se ferait repousser à nouveau sous les 60 000 $ avec un point bas qui là pourrait être la médiane ici et qui se trouverait, je pense, sur la zone qu'on avait étudiée précédemment entre 52 et 55 000 $. James Van Straten qui disait que les open interest sont en augmentation. On a 3 milliards qui expireront au 31 mai avec un call qui est au niveau de son mur à 80 000 $ et le max pen price qui est autour de 63 000 $. Avec Goku, le cap des 1 milliard de transactions sur le réseau BTC a été franchi et la milliardième transaction a été minée dans le bloc 842 241 à 21h34 hier, c'est très précis. Cela fait 15 ans, 4 mois et 4 jours que Satoshi Nakamoto a créé le premier bloc du réseau le 3 janvier 2009. Donc complètement fou de voir que au travers effectivement de 5603 jours d'existence, il y a eu en moyenne 178 475 transactions par jour sur le réseau et la blockchain du Bitcoin. Et à ce jour, on voit au niveau du hash rate que ça continue de se diriger vers le nord. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir une petite capitulation des mineurs des familles si jamais on avait le prix et le hash rate qui descendait trop bas au bout d'un moment. Le halving, en tout cas pour l'instant, a l'air d'être spéculé plutôt à la hausse qu'à la baisse, malgré le petit accident de parcours qu'on a eu récemment. Et comme nous le mettons en avant Jack Wujastic, on a un bull flag ici qui est en cours de réalisation depuis quelques semaines, voire désormais quelques mois. On est à peu près sur 2 mois de consolidation et qui reporterait donc la target symbolique autour de 100-105 000 $. Donc on voit, peu importe comment on recroise toutes les datas, que systématiquement on a beaucoup de choses qui, d'un point de vue on-chain, d'un point de vue analyse technique, d'un point de vue de ce que ça représente en psychologie pure et dure, d'avoir un compte rond absolu comme ça de 100 000 $, on a quand même beaucoup de choses sur ce cycle qui nous ramènent vers cette fameuse target de 100 000. Ensuite, c'est est-ce qu'on les franchit? Est-ce qu'on reprend 2-3 mois pour consolider à 80-90 pour faire le marchepied et d'un seul coup franchir les 100 000 et aller à 110-120 avec
avec une euphorie qui gagnerait littéralement le marché comme on l'a eu en 2017, d'aller chercher 120, 130, 140 ou que sais-je, et ensuite d'avoir un méga effondrement comme on l'a toujours eu à partir du moment où tous les participants prendront des profits. C'est pour ça que de même façon que j'ai fait mon DCA d'entrée quand on était à 15 000, à 20 000, à 25 000, à 30 000 dollars sur Bitcoin, 80 à 100 000, j'entame bien entendu le DCA de sortie et au plus on s'approchera des 100 000 et si un jour on les franchit, au plus j'accélérerai la vente. Ethereum contre le dollar, donc avec Tino Bourse, c'était il y a 2 jours, il disait qu'une mèche à 2600 dollars n'était pas à exclure, on est dans un biseau descendant avec une très belle contraction, dans tous les cas, tous les chemins mènent au bull run, puisque lorsqu'on reprend les 3000, 3200, on pourrait viser donc dans un premier temps les 3004, 3006, 3008, sachant qu'on avait eu un top local qui était un peu en dessous des 4200 dollars et que la TH existant du cycle précédent de 2021 de l'automne était autour de 4900 dollars, si je dis pas de bêtises pour Ether. 1313 milliards ce matin, 0,70 de progression et on voit immédiatement que le crypto total de des alts est plus haut que celui incluant Bitcoin. Est-ce qu'on a petit à petit le début d'une rotation, le début d'un quelque chose? En tout cas, on a eu la mèche ici, 2062 milliards sur la moyenne mobile 20 et le gros bloc à faire tomber est autour de 2460 avec un top récent local qui était autour de 2722 et le top absolu, comme vous le savez, pour le crypto total englobant tout le marché crypto autour de 3000 milliards tout rond en espérant se projeter sur ce cycle entre 4000 et 6000 milliards. Le crypto total 2, donc des altcoins qui récemment est venu mécher à 2 occasions les 910-905 milliards. On avait donc la seconde mèche la semaine dernière qui était à 930. On est en train de bien cloisonner autour de 1050 milliards. Le top local récent était à 1265. Le top à venir franchir du cycle précédent est à 1700 milliards. Et on a un petit interlude ici que je m'étais fixé qui finalement ferait un x2 par rapport aux 1700 milliards autour de 3004. Il est ici, la petite ligne jaune. Et sachant qu'on a la première extension de Fibo, le 1,618, qui est autour de 4000 milliards et qui finalement rejoint un peu le graphique que mettait en avant tout à l'heure Bifresh, sauf qu'on était sur le Crypto Total 3. Et là, si on regarde au niveau du Crypto Total 3, on a un top local récent qui était autour de 785 milliards. Pareil, moyenne mobile 20 qui a tenu pendant un mois. On a le top de 2021 qui est à 1131 milliards et un simple 1,618 d'extension nous amènerait autour de 2585 milliards pour les alts en excluant Ether. 32 Ether valent ce matin 101 000 pour ne pas dire 102 000 dollars. Donc pareil, on est venu mécher 3 semaines d'affilée à 91,92. Bitcoin himself qui a bien tenu donc les 0,236. On n'est même pas venu chercher le 0,382 qui aujourd'hui se trouve à 51 600. La moyenne mobile 20 a été front-run et on risque de se diriger donc, comme le disait Arthur Hayes, vers les 70 000 dollars. Pourquoi? Puisque depuis la déclaration que Jérôme Powell a faite de dire que à compter de juin, on arrête d'enlever de la liquidité au marché, ça pourrait être le petit sursaut qu'on attendait tous au niveau du marché crypto pour relancer la machine, si tant est que le pivot suive derrière, puisque pour l'instant ça n'est pas acté. Le SP500 qui avait clôturé semaine dernière et qui n'est pas encore réouvert, il ouvre autour du début d'après-midi, heure française, heure de Paris, à 5162 points, donc pareil, on a défendu la moyenne mobile 20. Je pense qu'on n'est toujours pas sorti de l'ornière pour le SP500, mais en tout cas on est malgré tout dans un actif, du moins dans un indice qui est depuis toujours en constant bull run, donc il y a des périodes comme en 2022 ici où c'est pas super glop, où on fait nos courses quand on baisse, quand on se met à plat, et ensuite on profite bien entendu au long terme de cette progression qui est malgré tout aussi magnificente que frénétique. 7957 pour le CAC 40 qui lui aussi a pas mal front-run la moyenne mobile 20 qu'il n'a même pas encore touché avec un support juste en dessous à 7600 points, ça se passe plutôt pas mal pour le marché français à court terme. On a l'Ether qui est à 3002 ce matin, moyenne mobile 20 qui a été méchée plusieurs fois en passant sous les 2900 dollars. Ça a été vraiment une belle zone ici puisqu'on a touché le 0,382 et c'était une configuration donc qui peut tout à fait s'entendre avec là aussi un bull flag qui est quasiment parfait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être qu'à force de voir des bull flags partout, on a ce genre de petit biseau descendant bien parallèle ici, bien propre.
Voilà, d'un point de vue technique et chartiste, c'est une figure très largement de continuation haussière. Est-ce que le cours va nous offrir ça ou est-ce qu'on va encore se faire punir au cours de l'été? Je pense qu'on va être au fait très rapidement. 2313 $ l'once pour le gold, pas plus pour l'instant. Il était en correction depuis 2 semaines. On a la moyenne mobile 20 aujourd'hui qui est à 2158 $ l'once. Le DXY, le dollar qui avait lâché du lest, qui stabilise autour de 105 points. Pour l'instant, c'est le statu quo, hein, c'est je t'aime moi non plus. On a malgré tout plus de grosses amplitudes au niveau du MACD, ce qui veut dire que la volatilité tend à se contracter et qu'on aura tôt ou tard un mouvement, espérons-le à la baisse à partir du pivot de la Fed, qui permettra vraiment de créer un peu un multi-flush de marché, mais de ramener de la liquidité au marché qui nous intéresse, c'est-à-dire actions et crypto-actifs. La Bitcoin dominance pour sa part est à 54,7 ce matin, pas de gros mouvement non plus de ce côté-là, si ce n'est qu'on est dans une uptrend, donc depuis novembre 2022. À quel moment va-t-on complètement péter ce mouvement haussier pour la Bitcoin dominance et avoir la véritable alt season telle qu'on l'a connue sur les cycles précédents? C'est là où subsiste toute cette question. Mis à part quelques actifs spécifiques, on avait peut-être Injective qui arrivait sur une zone intéressante là depuis un mois, à peu près 18 $, on a eu 20-22 $. Il est peut-être en train de poser certaines bases Injective pour la suite, mais surtout je vous invite à consulter systématiquement les altcoins face au Bitcoin, puisque Bitcoin étant extrêmement fort, on a besoin de regarder un peu où vont les alts. En tout cas là, on a une belle zone de réaccumulation pour Injective, hein, qui avait topé récemment sur un nouvel ATH à 52, quasi 53 $. On est toujours en accélération baissière au niveau du MACD en hebdomadaire, mais je pense qu'on va réussir à poser les bases saines d'un support ici par la suite, avec un RSI qui avait bien purgé, etc. Donc globalement, quand vous regardez les alts comme ça, essayez de voir une action de prix contre le dollar qui n'est pas trop dégradée. Et quand on prend par exemple, je sais pas, je vais prendre complètement au pif puisque je suis pas passé dessus avant, Océan, voilà, on peut constater que Océan est plutôt neutre face au Bitcoin. On n'a pas, contrairement à ce qu'on a pu observer dans d'autres émissions précédemment, un actif qui fait l'escalier comme ça continuellement à la baisse. C'était un peu le cas de Polkadot d'ailleurs que j'avais montré l'autre fois, mais Polkadot qui était en train depuis un mois de tenter de se stabiliser a pris une descente infernale. RLC par exemple, c'est un peu pareil. Au travers du temps, on fait de très grosses amplitudes, mais on a un actif qui suit un peu un fil rouge. Alors c'est difficile de se dire oui, je vais investir comme ça sur du range ou sur des actifs qui ne sont pas super performants face au Bitcoin, mais ça je peux vous dire que ce genre d'amplitude face au BTC, les traders un peu plus court-termistes, eux, ils les exploitent et pas qu'un peu, et c'est comme ça que au cas par cas, de temps en temps, vous avez des altcoins qui explosent plus 50, plus 100% en une journée. Pourquoi? Puisqu'ils jouent systématiquement ces amplitudes pour essayer par la suite de cumuler plus de Bitcoin à la fin. On se quittera avec le BTC1 futur CME qui est à quasi 65 000, 64 760 en positif de 3,50. Ça a dû créer un petit gap d'ailleurs en journalier si je dis pas de bêtises. On verra s'il revient à être visité sur ce début de semaine. Voilà, il faudrait revenir boucler autour de 63 610, donc à voir pour la suite. Mais en tout cas, on avait eu ici une très belle déviation qui a été récupérée immédiatement. Je pense qu'on n'est toujours pas complètement sorti d'affaire, mais quand on voit à quel point on a pris le temps depuis le top ici en mi-mars 2024 de bien purger tout ça, on a eu un peu le désespoir, la crainte ici d'aller revisiter dans un premier temps les 52 000 et peut-être autour des 50 000 $. Le marché se fait front run, on a malgré tout, on l'a vu, des ETF qui ont accumulé pas mal autour de 58 000 $. Donc désormais, les forces en présence sont quand même dans de bonnes conditions pour essayer de défendre leur support et de défendre leur position. Et le truc ultime, comme on en discutait dans la dernière émission aussi, ça va être le coût intrinsèque électrique du minage qui aujourd'hui aussi entre le moins cher sous les 50 000 $ aux États-Unis et au plus cher on allait péter du 75-80 000 $. Donc le juste prix du minage en fonction de la difficulté aujourd'hui doit se trouver, si on fait une moyenne honnête, autour de 55 000 $. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve ce soir autour de 20h avec Marc et Manu et continuez d'être prudents. Ciao ciao.